Le premier achat immobilier, c'est le thème de l'émission Conseil pratique qui nous réunit aujourd'hui avec deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole de Vous Financer, spécialiste des crédits immobiliers, mais on va dire de l'immobilier en général, avec une vision à 360. Et puis maître Jean-Baptiste Bullet. Bonjour Olivier. Bonjour, notaire à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne, porte-parole des notaires du Grand Paris. Alors, tout d'abord, pour démarrer, entre les prix de l'immobilier qui restent élevés, notamment dans les grandes villes, entre les taux d'intérêt qui augmentent, entre le manque de visibilité, les incertitudes économiques, c'est pas évident de se lancer, notamment quand on veut faire un premier achat immobilier. Sandrine. Oui, tout à fait. La période peut sembler en effet peu propice, mais en même temps, il y a toujours quand même de nouveaux jeunes qui sont en CDI, qui ont envie d'acheter plutôt que de devenir propriétaires. Donc on est un peu dans un marché, si je puis dire, un peu paradoxal, où les gens ont envie de continuer à devenir propriétaires. C'est quand même le meilleur moyen de préparer sa retraite, de se créer un patrimoine. Mais à côté de ça, les gens se posent la question, est-ce que ça a encore du sens d'acheter à des taux à près de 4% quand on sait qu'ils étaient encore à 1% en 2021. Pour autant, voilà, c'est encore quand même, pour certains, pour ceux qui en ont la possibilité, une vraie volonté d'acheter. Et il faut déjouer un petit peu tous les pièges qui sont aujourd'hui, surtout les plus présents pour les primo-accédants. Alors, c'est ce que l'on va voir, mais effectivement, le coup de pouce des parents, les revenus stables, il faut être en CDI, c'est pas évident. Donc, effectivement, il n'y a pas cette fracture, justement, entre ceux qui ont la capacité aujourd'hui d'acquérir et puis un peu les autres qui sont au bord de la route. Oui, il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de rester locataires, parce qu'avec des taux de crédit qui sont aujourd'hui en moyenne à 3,5%, on a une capacité d'emprunt qui a chuté de 25%, je pense qu'on y reviendra par rapport à 2021. Donc forcément aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de rester locataires, et en même temps, d'autres qui ont un peu d'apport personnel, qui sont en CDI, mais qui ne peuvent pas forcément acheter. Et aujourd'hui, dans les agences de courtage, on a des gens qui ont des refus, alors qu'ils sont à 2 en CDI avec 10% d'apport, et ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Maître Bullet, vous en voyez de moins en moins des primo-accédants, ceux qui viennent pour un premier achat immobilier? Et en fait, j'ai pu assister à une mutation, j'ai pu voir les changements au cours de l'année et demie écoulée, notamment de par le fait que j'ai eu beaucoup de profils de primo-accédants qui faisaient de l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'ils ont profité des taux bas avec un petit pécule de côté pour justement se dire je vais acheter un petit appartement, un petit studio que je vais retaper et que je vais pouvoir louer. Et c'est vrai que cette catégorie de personnes, là, avec la remontée des taux au cours de l'année écoulée, a disparu un petit peu de mes actes notariés, de mon office notarial. Et j'assiste à un vrai retour du primo-accédant qui intuitivement est la jeune personne ou le jeune couple qui va acheter son premier bien immobilier, souvent un petit appartement. Donc, un vrai retour, c'est-à-dire plus, moins? Davantage, oui. Vraiment beaucoup plus de personnes primo-accédantes pour leur résidence principale. Donc déjà, je voulais écarter, dans la morphologie de l'acquéreur, ces primo-accédants en investissement. Là, on retrouve vraiment l'accession à la propriété pour de la résidence principale. Alors, on va rentrer dans le détail, on va voir notamment l'indicateur des taux d'intérêt. Sandrine Alonier, commentaire, voilà un premier tableau. Alors. Oui, donc ça nous permet de voir un peu à quel niveau sont les taux, tout en sachant qu'ils évoluent très rapidement, mois après mois. On a eu une remontée historique de par son ampleur et sa rapidité. Aujourd'hui, on est en moyenne à 3,3% sur 20 ans, mais beaucoup de banques proposent des taux à 3,8% et on a vu réapparaître depuis maintenant 2-3 semaines des taux à 4% dans les barèmes des banques. C'est-à-dire que la barre psychologique de proposer des taux à 4% a été franchie et du coup, on pense qu'à l'été, là au mois de juillet et août, on sera bien à 4% sur 20 ou 25 ans. Sur la totalité des banques. Sur la totalité des banques. Donc la hausse des taux n'est pas terminée. On peut dire globalement que les taux ont triplé en seulement 2 ans et demi, donc c'est considérable. Bon, on va voir ensuite un autre tableau sur l'évolution de la capacité d'emprunt. Alors là, c'est un couple avec 4 200 € de revenus sur 20 ans. Oui, le but, c'était de montrer, en partant d'un chiffre rond, c'est 300 000 €, ce couple qui pouvait emprunter 300 000 € en 2021 quand les taux étaient à 1%, eh bien, au début de l'année 2023, ne pouvait emprunter plus que 248 772 €. Et puis, à l'été, donc là, en juillet, on sera à 227 000 €, c'est 70 000 € de moins. C'est-à-dire
que comment fait ce couple pour acheter? 3 possibilités. Soit il a 70 000 € d'apport de plus pour pouvoir compenser cette baisse de la capacité d'emprunt. Soit il a une augmentation de salaire de 25% en 3 ans, ce qui est peu probable. Sinon, je veux bien aller travailler là-bas. Soit enfin, l'autre solution, c'est qu'il achète un bien dont la valeur a baissé de 25%. Et là, force est de constater, et je suis sûre que Maître ne me contredira pas, que ce n'est pas le cas. Sauf sur certains biens vraiment avec des DPE vraiment très mauvais, F ou G, mais sinon, la baisse des prix, surtout en Ile-de-France, elle est plutôt de 5 à 10%. Donc aujourd'hui, ce couple a finalement peu de possibilités pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, puisque c'est là la clé. Oui. Et si c'est pour perdre une pièce et devoir déménager dans 3 ans, avoir payé des droits de mutation qui ne seront pas amortis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les gens se posent la question, est-ce que j'achète ou est-ce que je reste dans le parc locatif? Il y a quand même une possibilité, c'est que là, sur ce graphique-là, on est sur une durée de prêt de 20 ans. Eh bien, en passant sur 25 ans, finalement, on va pouvoir, en augmentant la durée du prêt, réaugmenter la capacité d'emprunt d'à peu près 50 000 € et ça va gommer une partie de la perte. Donc ça peut être quand même une solution. Donc il existe encore des leviers, heureusement. Mais sur le taux d'intérêt, c'est vrai que ces dernières années, on avait tendance à dire profitez-en, 1%, enfin c'est incroyable, ça ne va pas durer. On le disait, ça ne va pas durer. Et on le voit que ça n'a pas duré. On n'est pas étonné non plus. Non, mais en fait, ces taux à 1% avaient généré un effet d'aubaine. Et c'est ce que je pense, vous avez voulu aussi dire tout à l'heure, c'est que du coup, les gens se disaient à 1%, ça vaut le coup d'acheter. Donc, il y avait des multipropriétaires, on achetait une résidence secondaire, on achetait un investissement locatif, on commençait, avant de pouvoir acheter sa résidence principale, par acheter un petit studio. Voilà, aujourd'hui, on reste sur des achats raisonnés, des achats de résidence principale. On voit que les résidences secondaires se sont d'ailleurs effondrées et on veut juste acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, à condition de le pouvoir. Alors, des exemples de montage financier également, entre ceux qui souhaitent acquérir un bien. Je crois que vous prenez l'exemple d'un 75 mètres carrés, un appartement à Paris et en Ile-de-France. Une différence, alors déjà d'approche et de montage financier. Oui, en fait, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de pouvoir acheter une surface, on l'a dit plusieurs fois, suffisante dans laquelle vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour acheter 75 mètres carrés à Paris, ce qui peut être une surface convenable pour une famille avec 1 ou 2 enfants, il va falloir gagner 11 500 € à 2 par mois. C'est considérable. En Ile-de-France, donc en s'éloignant un petit peu plus, on est évidemment sur des prix moyens, ce sera 7 500 € de revenus qu'il faudra avoir. Donc là, on voit bien que aujourd'hui, les primo-accédants sont exclus de Paris, puisqu'ils n'ont évidemment pas forcément ce niveau de revenu-là. On le voit dans les revenus moyens des Parisiens. Donc du coup, la solution, c'est l'aide familiale. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de primo-accédants n'achètent pas avec moins de 150 000 ou 200 000 € d'apport, puisque cette somme va venir en complément du montant du prêt et va permettre du coup d'acheter cette surface. Heureusement, il existe aussi des prêts complémentaires qui peuvent être utilisés et qui vont venir resolvabiliser ces primo-accédants. Il y a le prêt Paris Logement. Il y a aussi une banque d'Île-de-France qui fait un prêt de 50 000 € à 0% si on achète un bien avec un DPE, donc diagnostic de performance énergétique A, B ou C. Mais ça encore, faut-il pouvoir le trouver, ce ne sera pas de l'haussmannien. Et puis voilà, il y a des banques comme ça qui donnent un peu des coups de pouce. Et évidemment, le prêt à taux zéro, essentiellement dans le neuf, désormais, en zone tendue, mais qui va pouvoir financer à 0%, 40% du montant total de l'acquisition. Et ça, c'est un vrai plus. On l'avait mis un peu de côté quand les taux étaient à 1%, ça ne valait pas vraiment le coup. Là, avec des taux à 4% et ce différé d'amortissement que ça offre entre 5 et 15 ans, là, ça a un vrai intérêt et ça va vraiment donner un vrai coup de pouce à condition d'avoir de l'offre dans le neuf. Mais oui. Alors, donc, les premiers conseils de Sandrine Alonier, donc, pour réussir à boucler son budget, donc, faire appel à de l'aide familiale pour augmenter son apport si c'est possible, emprunter sur 25 ans plutôt que sur 20 ans pour augmenter sa capacité d'emprunt, s'éloigner de Paris, en tout cas cibler des villes les moins chères pour augmenter son pouvoir d'achat immobilier, acheter si possible peut-être un bien avec travaux qui est moins cher, et puis voir les prêts complémentaires, prêts à taux zéro, prêts des collectivités. Dans certaines villes, il y a des aides complémentaires qui peuvent se cumuler avec les aides de l'État. Maître Jean-Baptiste Bullet, vous, alors, quels sont vos conseils pratiques côté juridique, peut-être contrat, signature, visite? Alors. Mais oui, Olivier, moi, d'un point de vue pratique, alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Sandrine sur l'aspect financier. Je pense qu'il faut étudier son financement en amont. Donc, allez trouver votre banquier, allez trouver votre courtier
en amont de votre projet immobilier pour savoir votre capacité actuellement d'emprunt. Parce que, comme l'a rappelé très justement Sandrine, c'est plus du tout la même capacité d'emprunt qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. Donc il faut avoir des données qui sont actualisées par rapport à cet aspect financier qu'on peut avoir. Combien est-ce qu'on peut acheter? Il ne faut pas oublier de compter à peu près 8% de droits de mutation en supplément du prix quand on achète dans l'ancien. Donc une fois qu'on a pu établir un budget, qu'on sait un petit peu si on a un apport, si on n'a pas d'apport, combien est-ce qu'on peut se permettre de rembourser tous les mois, etc. On a déterminé un budget, on va pouvoir regarder son marché. Je pense que c'est très important, deuxièmement, de bien regarder son marché local, identifier ses besoins. Vous menez une enquête localement déjà, voilà. Ouais. Donc on a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent gratuitement d'obtenir ces informations. Je pense par exemple à la base DVF d'Etalab ou la base Patrim qui est consultable sur son espace impôt.gouv.fr. Ce sont des données qui sont gratuites sur les transactions immobilières qui sont signées dans le secteur. Ça permet de déterminer un prix au mètre carré assez quand même cohérent par rapport au type de bien qu'on vise. Oui, on voit notamment l'évolution des prix, combien une maison a été vendue dans tel secteur. Donc voilà. Ça peut donner des indications qui sont fiables sur les dernières années, c'est ça. C'est ça, tout en prenant en compte l'évolution du marché. Alors il y a tout un tas d'indicateurs qui peuvent nous dire exactement de combien est-ce qu'a monté ou baissé l'immobilier au cours des années écoulées. Donc une fois qu'on a à peu près identifié son financement, son besoin et puis également un prix moyen au mètre carré, on peut se lancer, je pense, sereinement dans la recherche de son bien. Mais il y a une étape à ne pas rater, c'est à mon sens l'offre qu'on va formuler aux vendeurs. Moi, d'un point de vue pratique, je vois trop encore d'acquéreurs parmi mes clients qui font un petit peu ce que j'appelle la ruée vers l'offre. C'est-à-dire qu'ils visitent un bien. Alors, je suis d'accord qu'en zone tendue, on ne peut pas se permettre de laisser attendre trop souvent un vendeur. Mais je pense qu'avant de se positionner à l'achat sur un bien, il faut quand même regarder certains éléments complémentaires qu'on n'a pas forcément lorsqu'on visite le bien. Je pense au diagnostic immobilier. Déjà, de visiter, on peut visiter plusieurs fois. On peut visiter plusieurs fois, ouais. Alors si jamais le marché soir, le week-end, permet, notamment. Ouais. Mais je pense qu'avant de formuler une offre écrite, qu'on signe et qu'on envoie au vendeur ou via son mandataire ou son agent immobilier, il faut quand même obtenir certains documents. Et donc ces diagnostics sont très importants, puisqu'aujourd'hui, au-delà de la loi Carrez, donc évidemment en copropriété, quand vous achetez un appartement, il y a un diagnostiqueur qui est venu mesurer avec un laser chaque pièce et puis qui vous donne une superficie habitable, qui va conditionner votre offre d'achat, puisque c'est le prix au mètre carré, c'est un peu le nerf de la guerre. Il y a également le DPE qui va jouer un rôle fondamental, bien sûr. Et d'autant plus depuis la loi Résilience et Climat, où on a maintenant ces notations qui peuvent limiter votre capacité si vous êtes en G ou en F ou à plus longue échelle en 2034. Et idéalement, se faire aussi accompagner, que ce soit par un architecte, par quelqu'un qui s'y connaît. Et le rôle du notaire aussi est très important pour le DPE, aussi pour le diagnostic de performance énergétique, puisque vous allez en quelque sorte valider en fait ça. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, du moment où on a un DPE qui est par exemple en catégorie G ou F, donc qui est plutôt mal noté d'un point de vue énergétique, ce qui est quand même une grande partie du parc immobilier français, donc je comprends ces mesures qui servent à inciter à la rénovation énergétique, eh bien ça va limiter la faculté à un acquéreur de par exemple mettre en location son logement à plus ou moins courte échelle. Vous êtes en F, par exemple c'est à partir du 1er janvier 2028, ou vous êtes en E, c'est à partir du 1er janvier 2034, vous ne pouvez plus faire de bail d'habitation à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est important de bien avoir en tête quand on fait son premier achat, parce qu'on peut se dire, bon bah, j'achète un petit appart, une petite surface qui me suffira pas quand j'aurai 1 ou 2 enfants, mais c'est pas grave, je le mettrai en location pour acheter plus grand. Et là, on se retrouve coincé. Oui, surtout Sandrine, je précise que ça peut aussi limiter la capacité à obtenir un emprunt. Parce que les banques sont beaucoup plus regardantes aussi sur le DPE. Et en fait, si jamais vous achetez un bien F ou G, le point positif, c'est qu'il peut y avoir une décote sur le prix qui peut aller jusqu'à 25 ou 30%. Alors c'est plutôt en région. En Ile-de-France, ce sera moins parce que l'offre est tellement tendue. Mais la banque, du coup, va aussi diminuer votre capacité d'emprunt parce qu'elle va anticiper des travaux qui seront nécessaires pour rénover ce bien ou bien sinon une hausse de la facture énergétique compte tenu de la mauvaise performance. Donc là aussi, attention, ça peut être un frein à l'obtention du crédit. Il peut y avoir cette tentation de payer moins cher, mais malheureusement, au moment du crédit, ça aura un effet. Une fois l'offre acceptée, il y a la signature de l'avant-contrat. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte là? Qu'est-ce qui est important de retenir? Alors, ce qui est important de retenir, c'est si jamais des primo-accédants
vont devenir bientôt propriétaires, il faut qu'ils puissent réclamer au moment de la signature de l'avant-contrat, également s'ils sont en copropriété, tout ce qui a trait aux assemblées générales qui sont passées au cours des années précédentes. Et je pense qu'il faut poser la question, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. On commence tous quelque part, et donc c'est pas avoir l'air d'un débutant que de poser des questions. Il ne faut pas hésiter à demander soit au vendeur directement, soit au mandataire ou à l'agent immobilier, comment ça se passe au sein de la copropriété. Est-ce qu'à votre avis, il y a des travaux qui vont être votés prochainement, des ravalements de façade, des réfections d'étanchéité? Ce sont des informations dont on n'a pas forcément connaissance au moment de l'offre, mais il suffit de poser la question pour parfois avoir une information qui est déterminante. Moi, ce sur quoi je veux alerter les primo-accédants, c'est ce que j'appelle l'effet imprimante. C'est-à-dire que vous allez avoir un bien qui va être comme ça avec un prix au mètre carré qui est en dessous du marché. Vous allez vous dire, c'est une aubaine, dites donc celui-là il n'est pas vraiment onéreux, donc je vais me positionner dessus. Mais en fait on se rend compte quand on regarde un petit peu les documents liés à la copropriété et notamment les derniers appels de charges que le prix est bas parce qu'en fait les coûts mensuels, c'est-à-dire là où l'imprimante va ne pas coûter cher, les cartouches d'encre vont être très onéreuses, eh bien vous allez avoir énormément de charges qui vont vous tomber dessus tous les trimestres et des très lourds travaux qui vont être là voté, tout le monde en discute depuis 2 ou 3 ans. Donc ça, ce sont des informations déterminantes. Il ne faut pas que se fier uniquement au prix au mètre carré. Donc ne pas se précipiter. C'est ça. Quand on est en couple aussi, se mettre d'accord entre le neuf, l'ancien, les différentes envies. C'est important aussi de se mettre d'accord en couple, anticiper son budget et le montage financier, faire le tour des aides, donc prêts au zéro, les aides locales, régionales qui peuvent se cumuler, s'informer, regarder à la loupe les opportunités, négocier donc les biens, ce que vous disiez Sandrine, et mettre les biens qui sont classés F ou G, il peut y avoir des opportunités, et puis quitte à faire ensuite des travaux de rénovation, utiliser alors Figaro Immobilier, mais pas que. Il y a typiquement Castorus, qui est cette plateforme d'information de toutes les annonces. On voit l'évolution en temps réel des prix à Paris, en Ile-de-France, mais aussi en province. Donc on peut voir aussi si les prix ont bougé, chuté, s'il y a des difficultés, si on peut aussi en profiter. Regardez les biens atypiques aussi, peut-être. On ne va pas dire devenir châtelain pour le prix d'un studio parisien, mais il y a peut-être des choses là aussi intéressantes, quitte à faire des travaux par la suite. Les ventes aux enchères, il peut y avoir peut-être des pépites. Non, je sais que les notaires en organisent régulièrement. Il peut y avoir des opportunités intéressantes à saisir dans les ventes aux enchères, notamment notariales. Et comme vous l'évoquiez tous les deux, en fait, l'immobilier, c'est pas que des prix au mètre carré, c'est un emplacement, c'est un environnement, il y a tout ce qui donne de la valeur. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter aussi, Sandrine, comme bon conseil, comme astuce pour son premier achat immobilier? Eh bien, c'est que malheureusement, quand on achète pour la première fois, dès qu'on en a la possibilité, je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas oublier que même à 4%, même si ce sont des taux de crédit qui font peur parce qu'on n'y est plus habitué, quand on rembourse une mensualité, 60% de la mensualité, ça va être du capital, de l'amortissement du capital. Donc, c'est en fait de l'épargne contrainte. Et par rapport à un loyer qui va être quand même versé à fonds perdu, eh bien voilà, 60% de la mensualité va être comme mis de côté et donc ça va aider quand même à se constituer un patrimoine. Donc même à 4%, ça vaut le coup d'acheter, mais parfois voilà, il va falloir faire des sacrifices. Vous le disiez, soit des biens atypiques, on peut regarder à nouveau les souplex qui avaient bien marché pendant une période. L'extérieur, c'était quelque chose de très important pour les Français, avoir un extérieur, ça c'était post-confinement, parfois il va falloir rogner là-dessus. Donc voilà, il va falloir parfois faire des choix, mais décaler, attendre n'est pas forcément la bonne solution. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit, et notamment que le réseau L'Adresse le disait. Attendre n'est pas le bon choix, attendre une baisse des prix, parce qu'une baisse des prix de 5 à 10% qu'on peut attendre dans 6 mois, 1 an, elle sera plus que compensée par une hausse des taux. On pourrait finir l'année à des taux à 4,5%. Et en fait, la baisse de la capacité d'emprunt est supérieure à la baisse des prix. À la baisse des prix. Et du coup, voilà, il ne faut pas forcément attendre, commencer à se mettre en recherche active, être bien attentif au marché. Le problème qu'on a, c'est que les acheteurs ont peur d'acheter trop cher et les vendeurs ont peur de ne pas vendre assez cher par rapport à leur voisin qui a pu vendre il y a 6 mois. Donc il faut que acheteurs et vendeurs arrivent à se mettre d'accord et je pense que là-dedans, le rôle des professionnels, agents immobiliers et ensuite notaires peut vraiment être la clé pour dégripper ce marché. Et les banques aussi qui sont plus dures pour l'obtention, pour avoir un prêt immobilier, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui qu'elles ne faisaient pas hier?
Alors, ce qu'elles font aujourd'hui ou ce qu'elles ne font plus, eh bien, c'est prêter à tout va. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y avait un excès de liquidité dans l'économie et que pour les banques, même à des taux à 1%, il était plus rentable de prêter à des particuliers que de placer leur argent à la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, c'est l'inverse et aujourd'hui, voilà, elles considèrent qu'il n'est plus rentable de prêter, même à ces niveaux de taux-là, puisque l'environnement global de taux des marchés financiers a changé. Donc aujourd'hui, on a des banques qui sont moins appétentes. On a un robinet du crédit qui est quasiment au goutte à goutte, mais ça s'améliore grâce notamment à tout ce qui est mis en place par le gouvernement et la Banque de France. Le relèvement des taux d'usure, ces taux plafonds. Ça donne un peu d'oxygène. Voilà, au-delà desquels maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que les banques soient réincitées à prêter, mais elles aussi sont plus prudentes dans un contexte de baisse des prix, de biens décotés. Elles sont attentives notamment aux primo-accédants, parce qu'aujourd'hui, prêter à un couple... Même sans garantie, justement, qu'il n'y ait pas d'apport personnel, qu'il n'y ait pas de CDI et tout ça, on voit bien que là aussi, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'emprunter sans apport, parce que la banque refuse de prêter plus de 90% de la valeur du bien, et ce pour se prémunir justement en cas de baisse de prix. Donc c'est aussi ce marché baissier qui vient aussi rendre les banques plus frileuses. Pour autant, on sent que le plus dur est derrière nous. Là aujourd'hui, comme les taux remontent, il est davantage rentable pour les banques de prêter. Le gouvernement les incite également davantage. Donc normalement, on devrait avoir sur la fin de l'année des banques plus enclines à prêter avec un effet rattrapage. Comme le début de l'année a été très mauvais en termes de production de crédit, il ne faut pas oublier que pour les banques, le moment de conquérir de nouveaux clients, eh bien c'est au moment du prêt immobilier. Elles savent que les gens vont rester 7 à 9 ans dans la banque et ça, il ne faut pas l'oublier que ça restera quand même le principal levier de conquête de clientèle. Donc, pour elles. Pour vous, Sandrine, les prix de l'immobilier, en tout cas dans les grandes villes, vont continuer en moyenne, on va dire, à rester quand même élevés. Il n'y aura pas d'effondrement, peut-être des ajustements. Les biens qui sont parfaitement situés, en fait, le prix ne va pas évoluer. Exactement. Et au niveau des taux d'intérêt, vous nous dites en fait que voilà, on va tout doucement vers les 4% en moyenne, peut-être même un peu plus d'ici la fin de l'année. Tout à fait. On sera à 4,5% à la fin de l'année, puisque voilà, les taux d'usure, ces taux maximum vont continuer à remonter et les banques vont continuer à remonter un peu leurs taux jusqu'à 4,5%. Donc attendre n'est pas forcément le bon calcul. Est-ce que vous voyez mettre dans votre étude justement des clients qui reviennent ou des primo-accédants et qui n'ont pas obtenu le prêt, où il y a eu des problèmes? Oui, on a eu cette problématique de taux d'usure justement au cours des 6 mois écoulés, où en fait l'augmentation de ce taux d'usure ne permettait... taux d'usure, donc on rappelle, un taux maximal auquel une banque peut prêter. En fait, tout est compris entre l'assurance, le taux d'intérêt et les... Et donc j'avais des profils de couples d'acquéreurs, de primo-accédants, qui avaient une situation qui était parfaitement stable, avec un apport, et puis qui était bloqué par ce taux d'usure en fin d'année dernière, et qui ne pouvaient pas emprunter parce que la banque leur disait, là je ne peux pas vous faire votre crédit. Et ce taux d'usure avant était actualisé tous les 3 mois, tous les trimestres. Or là, depuis récemment, il est actualisé de manière mensuelle, donc tous les premiers 2 mois, ça donne quand même de l'oxygène. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez Sandrine, mais qu'il ne faut pas non plus hésiter à s'engager dès maintenant, même sur des crédits de 20 ans ou 25 ans, parce que si d'aventure la conjoncture fait que les taux rebaissent à nouveau, on pourra toujours éventuellement renégocier son crédit. Donc vous aussi, vous ne dites pas attendez, c'est vraiment pas le moment, on verra l'année prochaine, il faut que la situation soit plus calme. Je pense que la montée des taux corrélativement crée forcément un marché baissier. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi pour les vendeurs d'acter cela. Il faut comprendre que peut-être que le bien a subi une petite décote là où on a vécu quand même des années exceptionnelles au cours des années écoulées. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire pour moi, on n'est pas dans un marasme immobilier, pas du tout. On revient à des volumes de transactions tout à fait honorables, mais plus normaux. Et là où on a passé quelques années exceptionnelles, je pense que les vendeurs doivent aussi accepter une légère baisse. Alors ça dépend du secteur bien sûr, mais les acquéreurs doivent aussi prendre en main leur faculté d'emprunt, avoir un apport se le constituer certes beaucoup plus qu'il y a 2 ou 3 ans, mais il faut se lancer et puis on verra de quoi l'avenir est fait. Mais si les projets de vie évoluent, si ça se trouve, le bien aura augmenté d'ici là, donc à la revente ce sera assez neutre. Pour terminer, Sandrine, on fait toujours appel à un courtier en crédit ou quelles sont les relations avec les banques ?
Alors, l'avantage de faire appel à un courtier en crédit, c'est qu'il va travailler aussi bien avec des banques nationales, qui, c'est vrai, elles, prêtent moins actuellement, que des banques régionales qui ont l'avantage de bien connaître leur marché, bien connaître les secteurs d'activité spécifiques. Je parle par exemple en montagne, les saisonniers, donc des banques régionales qui sont plus enclines à prêter et qui jouent encore leur rôle de financeurs de l'économie. Et puis également des banques spécialisées, notamment pour les investisseurs, qui vont permettre de faire des montages un peu plus poussés que dans les banques généralistes. Donc ça va permettre d'avoir un panel beaucoup plus large avec souvent des solutions qu'on n'aurait pas pu avoir seul. Donc en tout cas, ça ne coûte rien d'aller voir un courtier puisque toute la partie conseil est gratuite et que en fait, les frais de courtage ne sont dus qu'une fois les sommes débloquées. Donc c'est entre guillemets du satisfait ou remboursé. Donc oui, là je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. En ce moment, il n'est pas facile d'acheter. Donc voilà, autant être bien conseillé à toutes les étapes et de faire appel à des professionnels, quels qu'ils soient, et à toutes les étapes de son achat immobilier. Faire appel à un courtier spécialiste en crédit immobilier. Merci infiniment Sandrine Alonier. Faire appel aussi pour être accompagné à un notaire. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bullet, Maître Bullet. Merci à tous les deux pour ces conseils. Il y aura d'autres émissions évidemment de conseils pratiques, que ce soit pour un premier achat ou un investissement. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.